Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne et qui m'ont mis des commentaires d'encouragement. Donc on a atteint les 1000 abonnés. Donc c'est toujours sympa, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, enfin même si 1000 abonnés c'est pas grand chose en soi, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Du coup ça me pousse à continuer, à vous faire des petites vidéos principalement axées sur des tutoriels liés au minage et un petit peu sur les actualités minage. Voilà, donc dans cette vidéo on va voir le sujet de l'overclocking des cartes. Donc je vais reprendre un petit peu les bases. C'est quoi l'overclocking, en quoi ça consiste, et ensuite on va voir comment overclocker ces cartes sur iOS dans la première partie, et dans la deuxième partie on verra comment overclocker les cartes sur Windows. Voilà, donc après si vous êtes sur Windows, vous pourrez sauter à la partie Windows une fois que j'aurai fini la partie commune au début, et puis si vous êtes sur iOS, vous pouvez continuer normalement. Ça sera en première partie. Alors l'overclocking, c'est quoi? Ça consiste en quoi? L'overclocking, ça consiste à modifier des caractéristiques sur la carte graphique, à changer principalement des fréquences pour optimiser la carte dans le minage. Donc il y a différentes caractéristiques, donc je vais d'abord vous les représenter. Donc il y a le site hashrate.no. Donc là je prends un exemple avec une carte Nvidia 3060 Ti LHR. Donc ça c'est un site qui est vraiment intéressant, parce que pour les personnes qui veulent pas forcément trop s'embêter à chercher par eux-mêmes le bon overclocking, il y a des sites comme ça, comme hashrate.no, qui permettent de trouver des réglages. Voilà. Donc l'overclocking, ça consiste en quoi? Ça consiste à modifier des valeurs d'origine sur une carte graphique. Donc il y a principalement plusieurs valeurs. Il y a ce qu'on appelle le core clock, ou la fréquence du processeur graphique. Il y a la mémoire qu'on peut aussi modifier, donc c'est la memory clock, qu'on voit marqué en petit en dessous. Donc la fréquence de la mémoire de la carte graphique. Voilà. Et ensuite il y a aussi ce qu'on appelle le power limit en watts. Donc ça permet de réguler la consommation électrique de la carte. Voilà. Et donc sur le core clock, la fréquence en mégahertz, on a deux modes de réglage. Soit il y a un mode où c'est un différentiel par rapport à la valeur d'usine. Donc ça va être plus 200, moins 200, plus 150, moins 500, selon les valeurs possibles qu'accepte la carte. Ça c'est en valeur relative par rapport à la fréquence d'origine. Donc c'est un différentiel quand on parle de plus et de moins. Ensuite il y a la valeur en absolu, ce qu'on appelle le absolute core clock. On fixe la fréquence. Voilà, comme dans cet exemple là, on peut voir que c'est pas un différentiel, c'est une valeur absolue, 1600 MHz. Voilà. Ça c'est la spécificité du core clock. Pour la memory clock, c'est en anglais offset, c'est vraiment un décalage. Il n'y a pas de notion de valeur absolue, donc c'est vraiment un décalage par rapport à la fréquence de base. Donc là on voit 1800, ça veut dire que c'est plus 1800 MHz par rapport à la fréquence d'origine. Donc on peut mettre même des négatifs, c'est possible. Voilà. Et ensuite les watts, alors ça va dépendre. Sur iOS, on va avoir tendance à mettre une valeur absolue, on va mettre 160 watts, alors que sur Windows, on le verra plus tard, c'est un pourcentage. Voilà, c'est un pourcentage par rapport à la puissance maximale que peut supporter la carte. Voilà. On verra, il y a aussi une petite subtilité dans les réglages, je vous le dis tout de suite au cas où j'oublie après. Au niveau de la fréquence mémoire,
il y a une différence entre Windows et iOS. La valeur, si vous trouvez des exemples de réglages, il faudra multiplier par 2 la fréquence qui est sur Windows. Donc si vous voyez marqué 1000 MHz sur Windows, plus 1000 hein, pour la mémoire, sur iOS, il faudra multiplier cette valeur par 2, donc ça sera 2000 par exemple. Voilà, donc là sur hrate.ino, ce sont des réglages type iOS. Donc typiquement, si vous êtes sur Windows, il faudra faire l'inverse, il faudra diviser par 2 la valeur que vous voyez. C'est la seule différence entre les deux. Voilà, sur le core clock, c'est vraiment les mêmes valeurs. Il n'y a pas besoin de faire une multiplication, division par 2. Me demandez pas pourquoi, je sais pas exactement pourquoi il y a une différence. Peut-être dans la gestion des drivers Linux et Windows, c'est peut-être pas géré pareil. À voir, voilà. Donc ensuite, l'objectif donc c'est de trouver les meilleurs réglages pour avoir à la fois le meilleur hash rate, mais aussi de pas trop consommer. Voilà, donc on parle d'efficacité, d'efficiency. Donc on peut le voir sur là je le surligne. Donc l'efficience, c'est le rapport entre la puissance de minage, le hash rate, divisé par la consommation électrique en watts. Et donc plus ce chiffre il est élevé, plus l'efficacité elle est grande. Et donc si vous ne payez pas l'électricité, vous allez être sur des réglages plus agressifs en termes de consommation électrique. Vous n'aurez pas la meilleure efficience en termes de mégahash par watt. Par contre, vous aurez le meilleur hash rate, parce que voilà, les gens plus classiques qui payent l'électricité, vous allez essayer d'obtenir un compromis entre le hash rate et la consommation. C'est pour ça que on peut trouver des fois vraiment des réglages différents. Voilà. Toujours en introduction, il y a aussi donc sur les cartes AMD et sur les cartes Nvidia. Les cartes Nvidia sont beaucoup plus faciles à régler que les cartes AMD en général. Pourquoi principalement déjà parce que les cartes Nvidia elles n'ont que 3 réglages possibles, le core clock, la memory clock et le power limit. Sur les AMD, je vais prendre un exemple avec la RX 6800. Donc on retrouve la notion de core clock et de memory clock. Et éventuellement de power limit, même s'il n'y a pas vraiment besoin de la régler, mais il y a d'autres notions en plus. Alors, je vais vous les indiquer rapidement, mais voilà, c'est pour montrer que c'est plus complexe. Moi j'ai plus d'NVIDIA, j'ai moins d'expérience sur les AMD, j'en ai quelques-unes. Voilà, donc il y a par exemple le voltage du GPU, donc core undervolt. Donc c'est pareil, c'est une unité en volt, c'est des millivolts je crois, c'est une unité en volts. Il y a le MVDD, Memory Voltage, donc on peut aussi régler le voltage de la mémoire. Et il y a le Memory Controller Voltage, on peut MVDDCI. Voilà, donc il y a alors parfois sur des AMD il y a besoin pour avoir la meilleure efficacité de régler aussi ces paramètres en plus. Parfois, il y a juste le core clock, memory clock et éventuellement le core undervolt, comme on peut voir dans l'exemple au-dessus. Voilà, donc c'était juste pour préciser que voilà, sur les AMD, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Voilà, que l'NVIDIA. Et donc moi, je serais un peu plus axé, orienté NVIDIA. Désolé pour les AMD, mais bon, la logique sera à peu près la même. Voilà. Donc je vais prendre aussi un exemple sur une 3060 Ti LHR pour vous montrer que selon l'algorithme, la crypto que vous allez miner, donc l'algorithme change. Donc pour rappel aussi les méga-hash sont pas comparables entre les différentes cryptos, entre les différents algorithmes, hein. C'est des carottes des patates entre eux, donc on peut pas se dire une 3060 Ti a le min 430 sur Avancoin et alors que sur le Flux elle est à 48, enfin, c'est pas comparable. En plus parfois les unités sont même pas les mêmes. Voilà. Donc pour revenir sur les algos, l'overclocking va changer selon les algorithmes. Donc on va regarder un exemple avec deux cryptos différentes. Donc sur l'Ethereum, sur la 3060 Ti LHR, on va voir que bon, le site propose 3 types de réglages.
Bon. Et en plus, alors voilà, c'est ça aussi, j'avais oublié. Il y a aussi petite subtilité selon la. Vous pouvez avoir la carte une 3060 Ti de différentes marques. Et en fait, ils vont pas forcément mettre la même mémoire. Donc, il y a de la marque Samsung, Hynix, Micron, etc. Bon, il n'y en a pas 10 000 non plus. C'est souvent du Samsung, Hynix, Micron. Et ça va changer évidemment la fréquence de la mémoire. Selon la marque, en général les Samsung sont un peu mieux que les Hynix, et même s'il y a différentes qualités d'Hynix, il y en a qui fonctionnent plutôt bien quand même, ça sera pas le même réglage. Et là on peut voir par exemple que déjà sur l'Ethereum avec une 3060 Ti, il précise que si la mémoire c'est de type Hynix, le réglage c'est le suivant. Donc là on voit que le core clock c'est la même valeur que pour les non Hynix. Évidemment c'est le même GPU, c'est une 3060 Ti. Par contre, c'est au niveau de la mémoire. Les Hynix, par exemple, prennent moins de fréquences. Donc là, ils proposent un réglage à 1800. On peut monter parfois à 2000 quand c'est des Hynix de bonne qualité, comme équipés sur les Asus. Sinon, c'est vrai que c'est dans les 1700-1800. Et donc, sur la version Samsung, par exemple, les 3060 Ti, on monte à 2600. Ouais, c'est à peu près ça que j'utilise. Donc déjà, faut faire attention selon le modèle de la mémoire, ça sera pas le même overclocking. Voilà. Ensuite, je reviens sur pour comparer deux cryptos différentes. Sur l'Ethereum, on va pousser la mémoire surtout. Et d'ailleurs, on peut avoir des problèmes de chauffe-mémoire sur les cartes qui ont de la GDR6X. Comme ceux qui équipent les 3070 Ti, 3080, 3080 Ti et 3090. Et donc des fois on est obligé de faire des repads, démonter la carte, changer les pads thermiques dedans. Parce que sur l'Ethereum, c'est un algorithme qui consomme pas forcément beaucoup par rapport à d'autres algos, mais ça pousse la mémoire. En revanche, au niveau du GPU, du core clock, on a tendance à le mettre en négatif, on n'en a pas trop besoin. Donc on a souvent des valeurs à -3, -400, -500. Ou alors on peut mettre, comme j'ai expliqué, en valeur absolue. Et donc voilà, 1600 sur une 3060 Ti, c'est bien en dessous de sa valeur d'origine. Voilà. Donc sur l'Ethereum, on pousse plus la mémoire, moins le GPU. Et on va prendre un exemple avec le flux. Et bah, sur le flux, si on regarde bien ce qu'il propose, au niveau de l'overclocking, la fréquence mémoire 0. Ça veut dire pas de différence. On utilise la fréquence de base, on la pousse pas. Par contre, sur le core clock, au lieu qu'on soit dans les négatifs, on baisse la fréquence de base du GPU. Là, on l'augmente. On est à 100, là, il propose 150. Bon, souvent, j'essaye de mettre 200. Voilà. Donc, c'est différent selon les algos. Donc il faudra faire attention quand vous switchez d'algo de crypto à miner, il faudra revoir l'overclocking. Alors il y a un mode, je vais montrer dans RiveOS, il y a un mode qui automatise ça. Si vous minez du flux et vous repassez sur d'Ethereum, ça va automatiquement mettre à jour l'overclocking. Bon voilà, c'est des choses qui existent. Voilà. Donc on va passer à la suite sur comment régler sa carte sur RiveOS. Donc je vais prendre un exemple avec un rig à moi. Donc là c'est un petit rig avec trois cartes, une 3070, une 3080 et une 3090. Donc dans RiveOS, une fois que vous êtes sur votre worker, pour faire l'overclocking des cartes, soit il y a l'onglet overclocking, où là vous voyez la configuration par défaut, et vous pouvez l'éditer. Ou alors, plus simplement, sur le tableau, vous avez le petit compteur de vitesse où il y a marqué All. Donc là, c'est pour modifier l'overclocking de toutes les cartes en même temps. Sinon, vous pouvez cliquer carte par carte. Donc si vous cliquez pour modifier l'overclocking donc dans le formulaire, on retrouve le réglage du core clock, du memory clock, le pourcentage aussi des ventilos, des cartes graphiques, et le power limit. Voilà. Après, je vous mets un petit conseil, c'est de régler, de mettre une quarantaine de secondes avant d'appliquer l'overclocking sur les cartes.
quand le mineur il se lance, vaut mieux que ça soit appliqué un petit peu après, parce que ça peut faire des invalides shared au début. Voilà. Voilà, donc en fait, donc là c'est le mode où on édite toutes les cartes en même temps. Donc pour s'y retrouver, en fait, faut cliquer sur chaque case, et là on voit apparaître sur quelle carte on est. Voilà. Et donc c'est dans l'ordre, hein, donc GPU 0, GPU 1, GPU 2. Donc ça commence à 0, hein, en informatique c'est souvent les tableaux commencent à 0. Voilà, donc là vous avez on retrouve les 3 cartes. On peut modifier directement les valeurs dessus et valider, et ça sera pris en compte automatiquement. Ensuite, comment obtenir un overclocking sur une carte que vous ne connaissez pas. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a la façon, je vais la faire la plus feignante, on va dire la plus simple. Vous allez sur Google, vous tapez RTX 3080 IveOS, ou vous tapez RTX, je vais vous montrer, RTX 3080 IveOS. Vous avez tout le temps des gens qui vont... il y a un forum IveOS qui est vraiment bien, et il y a souvent des sujets qui sont ouverts avec 3080 OC settings. Bon, quelqu'un y poste, il met ses résultats, ça permet de voir un peu les valeurs qui ont été mises. Et voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On voit pas mal de screenshots avec différentes valeurs. Vous pouvez aussi du coup aller sur YouTube, hein, il y a plein de youtubeurs américains qui mettent pas mal de valeurs. Vous pouvez aller sur le site hrec.no sur lequel j'étais au début, hein, donc ça vous avez vu, il y avait des valeurs. Donc par exemple, bon enfin bref, c'est pas intéressant de comparer avec mes valeurs. Il y a ça. Si vous voulez obtenir des valeurs tout cuites, vous pouvez aussi aller dans l'onglet Popular Preset dans IveOS. Vous sélectionnez le coin à miner, hein. Maintenant vous avez compris que selon la crypto ça sera pas le même réglage. Voilà, donc il a sélectionné l'algorithme automatiquement. Ensuite vous sélectionnez le GPU qui vous intéresse, une 3080 par exemple. Et là vous voyez les valeurs que d'autres utilisateurs ont mis. Alors, des fois il y a un peu de tout, mais des fois ça permet quand même d'avoir un peu des bases de réglage. On peut voir un peu les valeurs qui se retrouvent en commune. Par exemple, on voit qu'au niveau de la consommation PL, il y a beaucoup de valeurs autour des 230, 240, 250. Ensuite, le core clock, on voit qu'on a soit tendance à le diminuer, hein, sur l'Ethereum, on n'en a pas trop besoin, soit à mettre une valeur absolue. Donc là, on voit 1060, 1100, 1100, 1350. Donc bon, ça donne un peu des valeurs. Et sur la fréquence mémoire, alors là, il y a un peu de tout. C'est peut-être le plus complexe des fois à trouver. Surtout que sur ce type de carte qui chauffe beaucoup, on a tendance des fois à baisser. Donc là il y a du 2400, du 2003, du 2000, 1000. Bon, ça c'est un peu bizarre. Voilà. Donc moi par exemple, sur ma 3080, j'ai mis un Absolute Core Clock. Alors l'avantage de mettre une valeur absolue, c'est que ça va permettre de vraiment fixer la fréquence du GPU de manière très stable, et ça va de facto fixer son voltage, sa tension en voltage, et du coup sa consommation va être plus stable, et au final on va moins consommer. Donc essayez le plus possible de mettre sur l'Ethereum, de mettre une valeur en absolu. Donc là on peut voir sur mes 3 cartes, elles sont toutes en valeur absolue, Absolute Core Clock, et ça permet souvent de gagner des watts. Voilà. Le power limit du coup devient inutile en fait. Bon là je l'avais mis à l'époque, j'ai oublié de l'enlever, mais ça devient inutile. On voit par exemple que j'avais mis 230 watts alors que la carte elle est estimée à 217, parce que l'Absolute Core Clock suffit. Pareil pour les autres. D'ailleurs, avant d'avoir mis ça, ma carte, ma 3080, elle ne consommait pas 218 watts, elle était à 230. C'était le power limit qui bridait la consommation. Donc ça m'avait permis d'économiser des watts. Voilà, donc on a vu comment modifier les réglages, comment trouver des réglages déjà faits. Ensuite, on va voir comment de base, comment obtenir un réglage
un bon réglage. Alors j'ai quand même fixé une limite, quand même une limite un peu quand même sur ma. Je veux pas que ça explose mon alimentation. Sur ces 3 cartes là, j'ai pas non plus mis une grosse alim. Donc ce que je vous conseille, c'est sur une carte, vous connaissez pas les réglages, vous voulez un peu les chercher vous-même, c'est bon, moi je fixe la ventilation au début, et j'ai tendance à mettre une limite aussi de consommation. À peu près, je sais que cette carte là doit pas te consommer plus que ça. Voilà, on laisse à peu près le reste à 0. Et alors, la difficulté sur iOS comme ça de base, c'est que quand vous faites des modifications sur les valeurs, il y a un petit temps de refresh. Donc il faut cliquer sur le bouton refresh, et ça peut prendre un peu de temps. Donc là on voit, voilà, le hashrate commence à baisser, parce que là je suis reparti d'une valeur de base. Ensuite, sur l'Ethereum, sur le core clock, alors pour trouver la bonne valeur, c'est bien de connaître aussi la fréquence de base de la carte. Alors c'est plus facile sur Windows, on a l'information avec GPU-Z, un logiciel qui permet de détecter ça. Sinon il faudrait chercher un petit peu sur internet pour avoir la fréquence de base. Et ça vous donne, admettons que la fréquence de base c'est 1850 MHz. Soit vous mettez, si vous mettez moins 300, vous pourrez mettre 1550 en absolute core clock, ça sera à peu près équivalent, même si l'absolute core clock, on a vu que c'était mieux pour optimiser la consommation. Voilà. Donc voilà, faut tâtonner. Alors en général, il faut d'abord commencer par. Alors sur l'Ethereum, c'est surtout la mémoire qui compte. Donc au début, on cherche la puissance pure, et après, on va optimiser la consommation. Donc là, typiquement, on irait jouer sur la mémoire. En regardant un peu les valeurs que les gens ont mis. Donc là je vais mettre par exemple 2000. Bon, on va mettre 1800. Appliquer. Donc là on voit que le hashrate a encore baissé. Alors maintenant je vous mets une astuce sur parce que sur Windows c'est plus facile d'avoir. On a la ligne de commande qui affiche le hashrate en temps réel du mineur. Là, si vous n'êtes pas branché directement sur l'écran de votre rig, vous avez une petite astuce, c'est de cliquer sur. Alors, je ne sais pas si on le verra bien, mais en haut, il y a l'icône Remote Access. Quand vous cliquez dessus, vous cliquez sur Hive Shell Start, ça va générer un lien qui permet de se connecter en ligne de commande directement sur le rig et de voir en temps réel qu'est-ce qui se passe. Et ça c'est vraiment, moi quand je fais de l'overclocking sur iOS à distance, c'est ça que j'utilise. Donc faut attendre un petit peu qu'il génère un lien. Alors je vais rafraîchir un peu, voilà. Donc là il a généré un petit lien. Je vais cliquer dessus. Voilà, donc là il m'a ouvert, alors on voit pas la console totalement, mais bon ça devrait aller quand même. Donc là vous êtes sur l'écran d'iOS, et donc pour voir les logs du mineur en cours de route, il faut juste taper miner. Voilà. Et donc là vous voyez en temps réel les logs du mineur, donc là c'est T-Rex miner il me semble. Voilà, vous voyez les logs en temps réel, et du coup quand vous faites des modifications, bah, vous verrez plus rapidement l'évolution. Donc là j'avais augmenté la fréquence mémoire un petit peu. Et donc là, on voit que c'est stabilisé à 96,50. Ensuite, maintenant, on va pousser un peu plus ça. Du coup, on va mettre un truc un peu agressif. Moi, de base, j'avais mis 2200, je l'ai noté. Je vais mettre 2400. Alors, ce qui va se passer, c'est pour vous montrer un exemple. Si vous mettez une valeur trop agressive, vous allez voir que la carte risque de chauffer beaucoup plus. Alors, le hashrate, au début, va bien monter. Et si la carte chauffe trop ou si ça commence à déconner, ce qu'il faut observer quand vous faites des changements comme ça, agressifs, c'est aussi de regarder ce qu'on appelle le load average. Le load average, c'est la charge système, et il faut éviter que ça dépasse 1. Voilà, et donc si là la charge elle est vraiment basse, on est en moyenne on est entre 0,16 et 0,20. Si ça commence à augmenter et à dépasser les
déjà iOS vous mettra en couleur orangée qui est un souci, et après ça passera rouge. Et ça c'est un indicateur qu'il y a un overclocking qui est pas correct. Et ça peut ne pas être correct à la fois sur la mémoire, sur le core clock et même sur le power limit. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes en mettant une valeur qui est trop qui castre trop le travail de la carte. Donc là j'ai mis 2400. Bon après c'est une bonne carte celle-là, hein. C'est une Asus, donc là ça l'a pas trop embêté. On va regarder à combien on monte. Là on est à 99,6. Par contre ce qui est intéressant de voir c'est aussi ce qu'on parlait de l'efficacité, l'efficience. Là on est à 370 kHz par watt. Donc plus ce chiffre est élevé, plus c'est efficient. Et en fait quand vous allez faire les réglages, vous allez essayer d'optimiser cette valeur là. Sinon, si elle baisse, ça sert à rien. Par exemple, vous pourriez très bien sur la 3080 arriver à 100, 102, 103 MHz par seconde. Par contre, la consommation, si elle augmente trop, vous allez perdre en efficacité finalement. Donc c'est ça qu'il faut regarder aussi. Et donc pour vous éviter de faire le calcul mental, c'est pour ça qu'il vous indique l'efficacité. Il faut aussi regarder au niveau des shares, des partages, si le taux est toujours correct, hein, parce que si on pousse trop la carte, elle risque aussi d'avoir des shares d'invalides. Voilà, donc là on est à 99.6. Alors ce qui se passe, si vous changez des réglages de mémoire et que ça n'a pas l'air de faire gagner grand chose, c'est qu'en fait votre limite, ça peut être la puissance. La puissance électrique, ça peut brider la carte. Et donc là, admettons que je l'augmente un petit peu. On va voir ce que ça donne de 20 watts. Donc on est à 99.6. C'est dommage, j'aurais bien voulu essayer de la faire. Bon, on va essayer de la faire planter. On va essayer de la faire planter la carte pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Alors déjà, je voudrais voir si le hash rate va monter. Voilà, un bon exemple. Donc j'ai augmenté la puissance en me disant peut-être qu'elle est bridée par la puissance électrique. Bon, même si je sais que cette carte, elle a c'est à peu près 230 watts, hein, elle n'a pas besoin d'aller à plus. Et là on voit que j'ai toujours le même hash rate, à peu près, 99,5. Par contre mon efficacité est passée de 370 à 350. Donc ça a baissé. Pourquoi? Parce que la consommation, on est passé de 269 à 288. Donc ça ne sert à rien ce que j'ai fait. Donc on peut rester à 270. On pourrait même vérifier que si je la mets à 240 par exemple, la puissance, le hash rate va peut-être rester à peu près à ça. Par contre ça va consommer moins, du coup l'efficacité va augmenter. Et là on sera bon. Voilà. Donc faut tâtonner, je vais remettre à peu près le... Alors j'ai cliqué sur le formulaire où il y a tout. Je vais remettre le core clock. Donc le core clock après, voilà, c'est un peu... Sur l'Ethereum on sait qu'en général on va le baisser, donc ça serait correct de mettre à peu près comme ça, moins 400. Mais pour optimiser la consommation on va mettre 1060. On va mettre 1060. Donc voilà, sur la vidéo ça serait trop long pour tâtonner trop longtemps, c'est pour vous montrer la logique. Le power limit du coup ne sert à rien, vous allez voir, j'ai pas besoin de le fixer parce que j'ai mis un réglage en absolu de core clock, une valeur absolue et pas un différentiel par rapport à la fréquence d'origine. Donc là la consommation ça devrait retomber sur ce que j'avais au début dans les 200 watts, voilà 218 watts. Alors là l'efficacité elle va augmenter. On était à 372, on était retombé à 350 et là on est à 425. Toujours à 90 et même le hash rate a remonté en plus légèrement, hein, c'est bon, on frôle les 100 MHz. Ensuite là on va pousser un peu la mémoire, on va jouer un peu avec. Je vais mettre 2800. On va voir ce que ça va donner et puis on va voir si c'est vraiment utile, parce que bon, si c'est pour gagner 1%, elle est à 101, 1 ou 2% et que la carte elle va se mettre à... Bon, en ce moment c'est l'hiver, on n'a pas trop de problèmes de chauffe. Aussi ce qu'il faudrait observer, mais on peut pas l'observer sur iOS, sur le driver Linux Nvidia, on n'a pas la température mémoire. Ça serait aussi une donnée intéressante, surtout sur l'Ethereum, mais bon là on l'a pas.
on n'a que la température du GPU. Sur Windows, on peut l'obtenir. Alors, on va voir en temps réel. Voilà, ah bah voilà. Voilà. Donc la carte, ça commence à planter. Voilà. Can't stop device, GPU 1, CUDA exception, CUDA error, launch failed. Mais il est sympa, il nous aide. Try to reduce overclock to stabilize GPU state. Voilà, donc on l'a trop poussé. Alors est-ce que le rig il est encore... est-ce que je peux encore récupérer la situation ou pas? Je vais mettre 2500. Ou est-ce que je vais devoir relancer le mineur? Alors le load average, bon, à moins que ça soit pas mis à jour et que ça a planté. Ouais, voilà. Là, mon rig, il a planté. Là, le rig, il est hors link. Mais vous voyez où c'est intéressant, c'est que bah, des fois, j'ai des clients qui... leur rig plante, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le matériel. Et c'est quand même pas mal d'être connecté à distance comme ça avec ce qu'ils appellent le remote access Hive Shell Start là, pour être à distance. C'est que là on voit clairement, bon bah il nous indique qu'il y a un problème d'overclocking quoi. Alors que si vous faites pas attention, vous mettez un réglage, vous pensez que c'est bon, bah voilà ça peut... Bah, vous le verrez pas en fait si vous n'avez pas fait ça d'afficher la console. En plus là pour le coup des fois il met des logs d'erreur ici, hein, ça sera en rouge où il y a les petits messages verts. Sauf que là il l'a pas fait. Voilà. Bon je vais remettre mon réglage d'origine, je vais pas tout casser. Voilà. Voilà donc ça c'était pour je pense que j'ai tout dit hein, sur la partie iOS. Donc maintenant on va passer sur l'overclocking dans Windows qui est quand même un peu différent. A tout de suite. Voilà, donc maintenant on va passer à l'overclocking sur Windows. Donc on va tester sur un PC normal avec une RTX 3070 non LHR. Donc ce que vous pouvez faire déjà pour régler votre overclocking, c'est d'aller encore sur hrec.no et par rapport au modèle de votre carte et l'algorithme, la crypto, l'Ethereum par exemple, regardez les réglages qui sont proposés. Et finalement mes réglages perso c'est exactement les mêmes qui sont proposés sur hrec.no. Voilà, on retrouve le core clock, memory clock, power limit. Du coup je vais vous montrer comment arriver à ce résultat là, comment overclocker sa carte manuellement. Donc sur Windows vous aurez besoin en indispensable de MSI Afterburner. C'est le logiciel référence pour pouvoir overclocker sa carte, donc il faudra le télécharger, hein. Donc ça s'appelle MSI Afterburner. Donc c'est un petit outil qui vous affiche que vous retrouvez les réglages core clock, memory clock, power limit, la vitesse du ventilateur. Vous retrouvez la fréquence de la carte graphique, de la mémoire, etc. La température de la carte. Donc la première fois quand vous allez l'ouvrir, je vous conseille de cliquer sur l'icône Windows, qu'elle se mette en bleu, ça veut dire que ça va lancer MSI Afterburner à chaque démarrage de Windows. Comme ça vous n'aurez pas besoin de le lancer à la main, il va se lancer et appliquer automatiquement les settings. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Si vous avez plusieurs cartes graphiques, en fait, vous aurez un petit curseur à côté du nom de la carte pour pouvoir faire défiler les différentes cartes graphiques. Là, j'en ai qu'une seule, je peux pas vous montrer. Voilà. Ensuite, quand vous faites donc il y a trois icônes, il y en a la première à gauche, ça c'est pour faire un reset, c'est revenir au réglage d'origine. Donc pas d'overclocking particulier, hein, plus 0, plus 0. Pas de limite en consommation électrique. Ensuite, si vous faites une modification, donc je vais vous montrer, admettons que vous voulez mettre un core clock négatif, soit vous faites déplacer le petit curseur, soit vous rentrez la valeur directement dans la case, moins 400 par exemple. Une fois que vous faites ça, vous pouvez enregistrer votre réglage et vous pouvez l'appliquer sans l'enregistrer. Voilà, donc vous pouvez enregistrer. Et quand vous faites enregistrer, il y a les petites icônes bleues qui se mettent. Donc c'est pour avoir des pré-réglages. Donc si je clique sur le 1, ça va sauvegarder
ce profil là sur le profil, ce réglage là sur le profil 1. Et donc quand on cliquera dessus, ça va automatiquement revenir à ce réglage là. Alors faut le faire un peu plus rapidement. Moins 400, enregistrer, et on clique dessus. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Du coup, voilà. Et puis pour appliquer le réglage aussi, oui c'est ça que j'ai pas fait, il faut l'appliquer. Moins 400. Voilà, on clique sur la petite icône de validation. Et là on voit par exemple la fréquence du GPU en mettant moins 400, elle est tombée à 1500. Admettons que je remette 0, je valide, elle repasse à 1900. Voilà, donc ça c'est vraiment le logiciel indispensable, on va travailler là-dessus. À côté de ça, vous pouvez aussi utiliser GPU-Z. C'est un outil qui est très intéressant aussi, qui vous permet d'avoir toutes les caractéristiques de votre carte graphique. Et ça vous permet d'avoir aussi les fréquences du GPU et de la mémoire de base, d'origine. Donc on retrouve d'origine, cette carte là elle est conçue de base pour une fréquence de 1500 MHz. Et on voit aussi la fréquence par exemple de la mémoire. Donc ça permet d'avoir un peu la base de la carte, le type de mémoire, hein, donc là on voit c'est de la Samsung GDR6. Donc c'est pas mal aussi pour voir, comme je vous avais dit, selon le type de la mémoire, Hynix, Samsung, Micron, ça peut être des réglages différents. Voilà. Après si vous cliquez sur l'onglet Sensor, là ce qui est intéressant c'est tout ce qui est température. Et puis vous retrouvez aussi les fréquences qui sont vraiment appliquées. Voilà, donc on voit le GPU température qui est plutôt élevé quand même, 67 degrés. Oui, parce qu'en fait c'est en train de miner. Donc comme ça chauffe un peu, en fait le fan speed là il est en automatique, il tourne qu'à 45 degrés, c'est pas terrible. Je vais le régler manuellement, donc je clique sur A pour déconnecter le mode auto et je vais le scroller, je vais le faire tourner à 70%. Voilà. Et on peut voir aussi que on peut aussi voir la température mémoire aussi justement, ça qui est intéressant sur Windows. Alors il me semble que c'est pas le hotspot. Allez où la température mémoire? C'est un peu plus bas, c'est la memory CPU température. GPU température. Alors c'est peut-être hotspot, mais j'ai un doute. Sinon ça s'appelle Memory Junction Point. Ouais, j'ai un doute. Alors après il y a un autre logiciel qui permet de voir les températures de la mémoire. Je vois pas d'autres températures, donc je pense que... Ah, non, ça c'est le CPU, ouais. Voilà, donc c'est peut-être le hotspot. Alors si je l'ai... Mais j'ai des doutes. C'est bizarre parce que je le voyais sur un autre carton. C'est pas grave. Mais bon, voilà, vous avez des utilisateurs, vous pouvez télécharger comme GPU-Z ou Hardware Monitor qui vous affichera tout ce qu'il faut. Voilà, du coup on est sur un réglage de base, donc j'ai lancé le mineur, donc j'utilise T-Rex Miner, c'est une des références sur les cartes graphiques Nvidia. Donc, de toute façon il sait gérer que la Nvidia. Donc je l'ai lancé avec un réglage stock de base d'origine, donc la 3070 au lieu de miner dans les... On sait que c'est à peu près 60-62 l'objectif, donc là on est un peu moins de 50. À 188 watts avec une efficacité de 266 kWh par watt. Donc là, pour trouver le bon overclocking, la logique c'est de d'abord se concentrer sur obtenir une puissance de hachage important et après d'optimiser l'efficience en baissant le core clock, la fréquence du GPU et le power limit en le baissant. Pour optimiser et voir à quel moment la consommation électrique commence à avoir la limite commence à avoir un impact sur le hash rate. Donc là au début il faut plutôt jouer sur le memory clock. En tout cas moi c'est comme ça que je le fais en général. Donc là je vais pas y passer 3 heures non plus, donc je vais vous montrer hein, on va mettre par exemple 1300. Alors oui le petit piège hein, comme je vous ai dit là sur hashrate.no c'est marqué 2600. Donc je vous avais expliqué ça c'est les réglages iOS et donc pour passer d'iOS à Windows il y a un facteur 2.
Donc sur Windows, du coup, ça sera 1300. De toute manière, vous pouvez pas monter à plus de 2000, donc vous pourrez pas mettre les 2600. Donc on met 1300, ce qui correspond aux 2600 sur iOS. On enregistre, on sauvegarde. Donc là, on voit que la fréquence mémoire a augmenté. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe sur le hash rate. Alors normalement aussi, la consommation électrique risque aussi d'augmenter. Donc là, c'est pas du tout optimisé. Voilà, 208 watts. Le hash rate commence à monter. Il est passé au-dessus des 51. Voilà, donc j'ai un peu accéléré. Donc on arrive à un hash rate de un peu plus de 60 mégages par seconde. Donc on est à peu près sur la cible auquel on s'attend à avoir sur cette carte là, sachant que la carte graphique elle est branchée sur le c'est un PC normal, donc on perd toujours un petit peu en mégages par seconde quand la carte elle est pas branchée sur Riser et qu'elle elle s'occupe aussi d'afficher le bureau Windows. Donc on perd toujours 1 ou 2 mégahes à cause de ça. Voilà, donc là la carte elle s'est à peu près stabilisée dans les 60 mégages par seconde. Ensuite on pourrait pousser le vis à mettre par exemple passer de 1300 à 1400. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va planter aussi. Peut-être que le hash rate va pas beaucoup évoluer. Donc en fait c'est là, il faut voir est-ce que c'est intéressant de faire autant. Ça peut même faire, si la carte a commencé à avoir du mal, ça peut commencer à planter. Et le hash rate du coup pourrait même baisser en fait. Donc on obtient à peu près, ça a monté un petit peu, donc on a atteint les 62 mégages par seconde. Ça n'a pas encore planté, il n'y a pas eu de rejected shared, hein. On a 9 sur 9. Voilà. Bon, après on voit que ça fluctue un petit peu quand même, hein. 62 ça retombe à 61,7. Voilà, donc vous pourriez pousser plus. Bon voilà, en général si on sent qu'on commence à être à peu près à la même valeur, autant ne pas trop pousser la fréquence pour arriver à un compromis, hein, parce que les cartes vont tourner quand même pas mal de temps. Donc c'est aussi pour optimiser et ne pas faire trop chauffer les cartes. Donc je vais revenir sur un réglage voilà, connu 1300. On voit qu'on n'a pas non plus gagné beaucoup et qu'en plus le hash rate est un peu pas très stable, hein. On a eu 62, c'est retombé à 60. Voilà. Donc là je valide. Donc là on a atteint un petit peu notre potentiel au niveau de la puissance de minage. Ensuite on va essayer d'améliorer l'efficacité électrique. Là on est à 210 watts, hein, c'est quand même beaucoup. Quand on connaît à peu près ce qu'il faudrait obtenir. Donc après sur l'Ethereum on sait que la fréquence du GPU n'est pas très importante. Donc on va la baisser. On va la baisser au minimum pour voir s'il y a une incidence. Donc là j'ai mis moins 500. Donc on était à un hash rate de 60 à peu près. Voilà, donc après avoir attendu un petit peu, donc on voit déjà que le hash rate n'a pas baissé. On est toujours dans les 60. Par contre la consommation elle a baissé déjà, sans avoir touché au power limit. La consommation on a gagné quelques watts. Et la température de la carte est à 61 degrés et là elle a baissé un petit peu. Donc là je ne l'ai pas fait tourner longtemps, hein, mais je pense que ça pourrait encore baisser. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé à peu près le réglage du core clock, ce qu'il faut faire, c'est baisser la consommation électrique. Donc là je vais faire un truc un peu plus rapide. On va mettre voilà, donc sur Windows comme j'ai expliqué au début c'est un pourcentage. On peut pas mettre 150 watts. Donc en fait il va falloir fixer le pourcentage. Valider. Donc là j'ai mis 70% du maximum que la carte peut supporter. Et par contre vous pourrez voir la valeur en watts directement du coup sur le mineur. Donc là on était à 200 watts et là on va voir le fait d'avoir enlevé 30%. Là je pense que ça va significativement faire baisser la consommation. Voilà. Donc là on est passé de 200 watts, 204 watts à 153 watts.
Et le hash rate, on est toujours pas très loin autour des 60, 59. Donc l'efficacité, on est monté à 325 kWh par watt. 325, donc petit rappel, hein, plus c'est haut, mieux c'est. Donc 325, alors qu'avant on était à 280 environ. Donc on a gagné en efficience et en consommation, 153 watts. Donc là on pourrait encore pousser un peu plus le vis. On pourrait mettre 65%. Bon, je vais mettre un truc pour mettre des... Voilà, je vais mettre 60%. Peut-être qu'on sera trop bas en puissance électrique. Et là, peut-être qu'on verra le hash rate quand même baisser significativement. Voilà, donc là maintenant, ce qu'on peut observer en ayant baissé la power limit à 60%, on est sur une consommation de 130 watts pour un hash rate de 60. Et l'efficacité a encore augmenté, on est à 465 kWh par watt. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la température du GPU a drastiquement baissé. Il est passé de 60 degrés, même 61 au début, à 48 degrés. Après, c'est un peu logique parce que les watts, plus il y a de watts, hein, plus ça dégage de la chaleur. Donc on a gagné partout. Voilà, donc ça c'est déjà un bon réglage. Alors voilà, je vais faire à l'extrême encore, je vais baisser au minimum le power limit et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai laissé tourner un petit peu, donc en mettant le power limit au minimum à 45%. Alors la température de la carte a baissé, ça c'est cool. En watts, on est à 100 watts. Donc c'est bien. Par contre, voilà, le hash rate a totalement baissé. On est tombé à 38 MHz par seconde et donc l'efficacité, on était à plus de 400, on était à 460 de mémoire et donc voilà, donc on est tombé à 390. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que bon, une fois qu'on a compris que la power limit c'est plus dans les 60%, qu'on était à peu près à 130 watts. Ce qu'on va faire, c'est une autre technique, c'est de locker le core clock. Donc au lieu de mettre un décalage par rapport à la valeur d'origine, moins 500, on va mettre une valeur fixée. Alors c'est possible de le faire dans MSI Afterburner via le Curve Editor. C'est un peu compliqué par contre à l'utiliser, il faut appuyer sur des contrôles, shift en cliquant. Et du coup... voilà, ça c'est un peu compliqué sur le Curve Editor. Même moi j'ai eu un peu de mal à le maîtriser. Je trouve pas ça très facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut utiliser dans la plupart des mineurs comme T-Rex Miner, NB Miner, on peut le configurer dessus. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc il suffit d'éditer le fichier .bat hein, qui permet de lancer le logiciel de minage, hein, le T-Rex. Donc j'ai édité le fichier que j'avais déjà modifié. Hein. Bon, ça normalement vous savez le faire, à moins que si vous utilisez que NiceHash. Mais en tout cas vous pouvez éditer le fichier. Donc vous aviez réglé l'URL de votre pool, le wallet. Donc là j'ai mis un wallet bidon. Et donc à la fin de la ligne de commande, il suffit de rajouter --lock c'est clock avec la valeur. Donc là je vais mettre la valeur les 1100 MHz. Hein. La valeur à peu près qu'on connaît, pour voir si on gagne en efficacité. Au lieu de faire moins 500 qu'on avait mis, moins 502, là on met une fréquence en valeur absolue. On appelle ça de local core clock. Lock core clock. Donc voilà, ça c'est le paramètre. Je vais enregistrer ça. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez enregistré le fichier .bat, avant de le lancer, par contre, quand on modifie le core clock, il faut lancer le .bat en administrateur. Donc il faut faire bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur sur le fichier .bat. Voilà. Et donc de toute façon, si vous oubliez, il va vous mettre une erreur en rouge pour vous dire qu'il faut lancer avec les droits d'administrateur. Voilà. Et donc quand il l'a lancé, il m'a bien mis quelque part, je sais plus où. Que il y a voilà,
il m'a mis ici Core Clock Locked 1100. Voilà. Donc on va voir ce qu'on obtient. Donc le résultat final avec le Locked Core Clock à 1100, on voit qu'on obtient un hash rate de 60 MHz par seconde. La température reste très correcte, hein, 40 degrés. Et au niveau consommation électrique, on est tombé à 118 watts. Alors qu'on était à 130 watts quand on avait mis moins 500. Et l'efficacité, l'efficience, on est à 514 kWh par watt. Alors qu'on était à 460 quand on avait mis moins 500. Donc on a aussi gagné en efficacité. Donc là c'est vraiment intéressant. Voilà, on n'a même pas 120 watts pour un hash rate équivalent à ce qu'on avait avant. Voilà ce qu'on peut faire sur une 3070 avec ces réglages là. Et puis on peut voir que les réglages donnés par le site hashrate.no ont l'air d'être assez fiables. Ça correspond pile poil à cette carte là, ce qu'il faut. Voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel qui était un petit peu long. J'ai hésité à le faire en deux parties, iOS, Windows, sur deux vidéos, mais bon, finalement j'ai fait les deux en même temps. Je vous laisserai piocher dans ce qui vous intéresse. Voilà, donc je vous souhaite un bon minage et à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Salut!